Attention, cette fiction se passe dans le sombre univers de Warhammer 40 000, et dans la société plus sombre encore des Eldar Noirs, ou Drukhari, de cruels pillards se nourrissant de la souffrance des plus faibles. Il y abordait de nombreux sujets sensibles, tels que la violence physique et psychologique, la torture et autres actes sadiques. Cette œuvre s'adresse donc à un public averti et adulte. Les chroniques de l'alarme de Ronce. Épisode 4. Dans les ténèbres. Lors du précédent épisode, Sharktan a fait le bilan de ses possessions et troupes, puis a déclaré la naissance de sa propre cabale, la cabale de l'alarme de Ronce. Après avoir maté violemment l'insolence de Gorfak, et en avoir profité pour tester l'essence d'agonie sur lui, Sharktan a donné ses premiers ordres en tant qu'archon. Il s'apprête désormais à explorer les environs afin de s'entretenir avec leurs hôtes, les mandragores. Sharktan prit son pistolet en main et déverrouilla la sécurité. Devant lui, la pièce sombre qu'il avait observée tantôt. De sa main gauche, il alluma une lampe torche et il la posa sur son épaule droite. Ce n'était pas comme ces tubes primitifs qu'utilisaient les monkeys, les humains, mais une petite orbe bleutée qui n'éblouissait pas quand on la regardait et qui projetait une lumière faible mais fortement couvrante, largement suffisante pour que la vision supérieure des Drukhari arrive à distinguer les alentours. C'était une lumière comparable à celle d'une pleine lune dans un ciel dégagé sur l'ancienne Terra. Alors que la lumière atteignait les parois les plus profondes de la pièce, une silhouette s'enfuit dans un autre couloir attenant. Il hésita à l'appeler, mais jeta un coup d'œil derrière lui. Ses soldats commençaient à se mettre au travail, tout en étant obnubilés par les gémissements de Gorfak, mais ils étaient encore proches. Trop proches. Il ne voulait pas qu'ils les entendent parler avec les mandragores. Shark eut un petit sourire. Ses soldats. Sa cabale. C'était réel. Il n'arrivait pas à y croire. Il était l'archon de sa propre cabale. Alors oui, elle ne comprenait que 5 guerriers cabalites, un saccageur ruiné et une gorgone qui faisait office d'émoncule avec son apprenti stupide. Mais c'était un début. Il s'imaginait déjà conduire un raid dans l'espace réel, avec des dizaines de vaisseaux, et terroriser des planètes entières. Non, des systèmes entiers. Arrête de rêver, reconcentre-toi, pensa-t-il. Et il entra dans la pièce sombre. Ce devait être une arrière-salle à plaisir. Il y avait un vieux lit à baldaquin rouillé, avec chaînes et instruments. Quelques coussins semblaient fossilisés dans la poussière. Shark avança lentement, en contemplant chaque détail. Cela pourrait faire une bonne salle du trône personnel, pensa-t-il. Elle est plutôt bien située, proche de la grande salle. Reste à voir où menaient ces couloirs. Il prit l'un de ces chemins sombres, dans la direction qu'avait pris l'ombre. Celui-ci se rétrécit et se mit à serpenter. Il descendit en s'enroulant sur lui-même. Sharktan avançait toujours le pistolet en main. Il arriva face à une porte. Extrêmement prudemment, il l'ouvrit en poussant délicatement, avec beaucoup de prudence. Elle s'ouvrit en grinçant. Il passa un œil avec une extrême précaution, mais ne vit rien. Il avança son épaule pour éclairer et découvrit une pièce avec une cuve gigantesque en son centre. La salle était énorme, bien trop grande pour se trouver si proche des autres infrastructures. Au centre se trouvait un rectangle de ténèbres pures. Shark avança prudemment et se pencha au-dessus de celle-ci. C'était un trou d'une profondeur inconnue. Malgré la puissance de la lampe, il ne voyait pas le fond de cette cuve. Un gravat se trouvait près de son pied. Il le poussa dans le vide. Il attendit. Rien. Aucun son de chute, ou même d'éclaboussure. Qui sait où pouvait mener un tel trou? Dans la toile, les espaces se connectaient de façon anarchique, et des portails vers l'espace réel pouvaient se trouver cachés un peu partout. Il lui faudrait un véhicule volant pour explorer dans cette direction. Un surf de hélion ou une motojet, car les couloirs étaient trop petits pour laisser passer le saccageur. Mais si cela pouvait mener dans l'espace réel, alors il les fera élargir. Ce serait le comble du luxe, s'il avait son propre monde à piller à portée de portail comme cela. Son terrain de chasse personnel. Il se mit à rêver de proies de toute la galaxie. Shark regarda autour de lui. Tellement d'ombre. Il recula du bord.
Il était si facile de le pousser dedans. Il tenta d'appeler les mandragores. « Êtes-vous là ?» Le son résonna dans les ténèbres et dans la cuve. Puis un puissant rugissement lui répondit. Cela semblait provenir des profondeurs. Sherk recula. « Ok, » dit-il. Et il retourna à la porte qu'il referma derrière lui. Il attendit et écouta. Pas d'autre bruit. Mais mieux valait ne pas attendre que la chose qui écriait le retrouve. Il fit demi-tour et remonta le couloir. Il y en avait d'autres à explorer, potentiellement moins dangereux. Inutile de s'entêter dans cette direction. Mais alors qu'il remontait le chemin serpentueux, sa lampe se mit à grésiller. Puis s'éteignit brutalement. Il fut plongé dans les ténèbres les plus complets. Et alors qu'il attrapait à tâtons la lampe sur son épaule, il sentit la température chuter autour de lui. La panique commença à l'envahir. Et il se concentra pour garder son calme. La lampe, vite! Un rire glaçant. L'air se mit à tournoyer autour de lui, comme si des personnes le frôlaient en courant en tous sens. Il secoua la lampe et tapa dessus, avec rage, tout en ouvrant désespérément ses yeux en grand. C'était inutile, il ne voyait absolument rien. La lampe grésilla encore. Il la secoua. Le rire s'intensifia. Il s'attendait à se faire percer d'une lame à tout instant, lorsque la lampe se ralluma enfin. Il était dans une large pièce, avec un énorme escalier au centre. Sherk regarda autour de lui, confus. Où était-il? Comment était-il arrivé ici? Il se tourna et regarda encore. Il y avait un chemin sur sa gauche, un autre sur sa droite. Une double porte derrière lui. L'escalier large prenait l'essentiel de l'espace en bas et se rétrécissait en haut. Il était couvert de moquettes qui avaient dû être magnifiques par le passé, mais qui étaient désormais à peine distinguables du reste du fait de l'épaisse poussière qu'il y avait dessus. En haut de l'escalier, les rambardes s'élargissaient pour entourer de petits balcons. En les suivant du regard, Sherk vit une silhouette sombre qui était appuyée sur le rebord et le fixait de 2 yeux verts sombres. Immobile, elle était à peine distinguable dans la pénombre. Sherk crut reconnaître une mandragore. « Où est-on ici ?» demanda-t-il avec colère. Celle-ci se mit à rire doucement. Sherk la mit en joue. Elle continua de rire, toujours appuyée sur la rambarde. « Je sais que tu peux mourir, réponds-moi !» de la cabane de la lampe de ronce, siffla-t-elle. Il eut une soudaine sueur froide qui coula le long de sa colonne vertébrale. La créature se redressa et recula. Sherktan avança pour la garder en joue, mais elle disparut dans les ténèbres. « Montre-toi! Réponds-moi !» s'énerva-t-il. « On est où ici ?» Seul le silence lui répondit. Il jura. Il perdait son sang-froid. Il voulait juste explorer un petit peu et parler avec une mandragore, mais il se rendait compte que l'entreprise était extrêmement périlleuse, qu'il pouvait se perdre à jamais dans les dédales de ce lieu. Il se tourna encore. Fallait-il continuer à suivre cette créature, ou bien au contraire, prendre un chemin tout à fait différent? Où était la pièce avec le lit à baldaquin? Était-il toujours dans le même bâtiment? Ou bien les mandragores l'avaient-ils téléporté de l'autre côté de Comorag? C'était un test, il en était sûr. Les mandragores devaient l'observer et le juger en ce moment même. Serait-elle plus impressionnée s'il continuait de les suivre ou s'il décidait de son propre chemin? Il hésita. Puis il se rappela qu'il n'était pas venu ici pour les impressionner, mais pour les interroger. Les suivre, qu'importe si cela le mènerait directement dans la bouche de la grande assoiffée, était donc la meilleure solution. Alors il commença à monter les escaliers. Arrivé en haut, il découvrit plusieurs chemins sombres. Il soupira et prit son épée en main, puis il s'enfonça dans le dédale des ténèbres.
Sharktan avait perdu toute notion du temps et de l'espace. Il avait monté et descendu des dizaines d'escaliers, ouvert des centaines de portes, traversé des espaces impossibles. Il avait visité des hangars, des jardins ou des cuisines. Il était désormais dans une grande bibliothèque. La pièce était sur 2 étages, avec un balcon qui courait sur tout le long. Celui-ci avait une belle rambarde faite d'os sculptés. Il trouva cette pièce particulièrement magnifique. Pour une fois, il n'eut pas immédiatement envie d'en partir. Il rengaina son épée et s'approcha d'un des rayonnages qui couvraient les murs. Il glissa son doigt au-dessus de la reliure d'un livre et le tira pour l'en sortir. Le livre se désagrégea en poussière. « Évidemment, soupira-t-il. Il se retourna. Dans un siège de cuir derrière lui, une silhouette sombre était assise et le regardait en silence. Sharktan usa des trésors d'énergie et son millénaire d'expérience pour réfréner un sursaut et ravaler sa peur. Même ainsi, il ne put empêcher un frisson alors que ses poils se dressaient sur sa peau. La créature à la peau sombre eut un sourire en coin. Il était difficile de déterminer si c'était la même créature déjà rencontrée ou une autre, car toutes avaient ces longs cheveux blancs ivoire, ce visage quasiment inexistant, et cette lumière verdâtre qui semblait émaner de l'intérieur de leur corps, perçant leur peau noire comme le charbon. Le plus calmement possible, il soupira. « Ce jeu de chat ne m'amuse pas. J'ai des questions à vous poser. » L'air sortant de sa bouche se condensa en une brume glacée. Le sourire en coin de la créature disparut. Elle semblait agacée. Sharktan continua. « Quel est ce lieu? Ce palais, cet endroit où notre saccageur s'est écrasé, a-t-il un nom ?» Il attendit. Il sentit son agacement poindre à travers sa peur. Il n'aimait pas que l'on ne lui réponde pas, quand bien même c'était une créature mystique d'une autre dimension. La dynastie Marovatrax habitait autrefois ces lieux, répondit-elle enfin. Sharktan chercha dans ses souvenirs. Il y avait un nombre infini de maisons et de cabales qui existaient ou avaient existé. La dynastie Marovatrax ne lui évoquait rien. Vu la difficulté que c'était d'obtenir des réponses de la part de ces créatures, il sut d'instinct que c'était inutile de lui demander son histoire, sa puissance et sa chute. Il se concentra donc sur ce qui l'avait initialement poussé à suivre ces créatures. « Vous nous avez déjà autorisés à rester ici afin que je puisse produire de l'essence d'agonie, contre le droit d'observer et de vous nourrir des souffrances produites par le processus de production. Pour que celle-ci se développe, je vais avoir besoin davantage d'aide de votre part. J'aimerais conclure une alliance entre ma cabale et vous autres créatures. J'aimerais que vous m'apportiez des captifs vivants, dans lesquels nous pourrions cultiver la plante et que vous nous guidiez dans les méandres de ces lieux. Existe-t-il ici des portails menant à d'autres lieux de Comorag ou dans l'espace réel ?» Shark observa la créature. Elle ne répondit pas. Il tourna la tête et en vit une autre qui se tenait dans un coin. Il regarda tout autour de lui et eut l'impression que dans chaque ombre se cachait une silhouette qui l'observait silencieusement. Il se tourna vers celle devant lui. Elle n'était plus là. Il regarda les autres. Elles semblaient s'éloigner. Il sentit la rage éclater en lui. Il hurla. « Arrêtez de fuir lâchement et répondez-moi !» Pour t'orienter dans les ombres, tu dois devenir une ombre. Lui dit une voix fétide juste derrière l'oreille, alors qu'une griffe jaunâtre lui caressait la joue. Sharktan se figea. La présence derrière lui recula. Il pouvait voir son souffle se glacer devant lui. Il resta immobile quelques instants, puis tourna lentement la tête et regarda autour de lui. Personne. Plus que cette large bibliothèque vide, plus aucune présence. Elles étaient parties. De frustration, il donna un coup de pied dans un guéridon poussiéreux et lâcha un juron. Seul le silence lui répondit. Il soupira et s'assit dans le siège qu'occupait la créature tantôt. De
De l'autre côté de la pièce, il y avait une double porte qui l'attendait. Ou bien il pouvait faire demi-tour et revenir sur ses pas. Il tenta de se faire une carte mentale de tous les lieux qu'il avait traversés. Malgré l'intelligence surdéveloppée des Aeldari, c'était un travail laborieux, du fait de l'incohérence des espaces dans la toile. Il était par exemple possible de marcher en ligne droite dans un couloir sans courbe et de déboucher dans la pièce depuis laquelle on était parti. Et ce genre d'absurdité était la norme ici. Cela aurait rendu fou n'importe quel humain, mais pour un Drukhari comme lui qui avait vécu toute sa vie ici, c'était la normalité. Il trouvait les espaces dans le monde réel d'une simplicité déconcertante en comparaison. Il n'était donc pas possible de prédire ce qu'il y aurait de l'autre côté de la porte. Il se leva et reprit son épée en main. Son pistolet toujours dans le fourreau, poussa la double porte. Celle-ci donna sur un énorme espace vide. Il fit un pas et sentit son pied s'enfoncer un petit peu dans le sol. Du sable. Ce devait être une arène. Il s'arrêta. De chaque côté de la pièce, des gradins partaient dans un large arc de cercle. L'arène semblait faire plusieurs centaines de mètres de large. Il semblait y avoir un chemin sur la droite qui menait vers ses sièges en hauteur et dans les gradins. Il repensa aux paroles des mandragores. Pour t'orienter dans les ombres, tu dois devenir une ombre. La lumière sur son épaule se perdait dans la distance. Il soupira. Il hocha la tête silencieusement, se répondant à lui-même. Puis il éteignit la lampe sur son épaule. Le noir était absolument complet. Il n'était même pas sûr d'avoir les yeux ouverts, tellement cela ne changeait absolument rien. Il avança donc en se concentrant sur ses autres sens. Le bruit de sa respiration, le bruit du sable sous ses pieds. Il avança encore. L'odeur de la poussière et de la pierre qui s'effaçait. Valait-il mieux longer les parois de l'arène ? Il n'avait fait que quelques pas, mais il se sentait comme au milieu de l'océan. Un océan de ténèbres. Il s'arrêta et tendit l'oreille. Il lui semblait entendre quelque chose de très lointain, assez indistinct. Une clameur ? On aurait dit les cris d'une foule fantomatique, comme un souvenir presque oublié. Il s'imagina les combats qu'il y avait dû y avoir ici. La dynastie des Marovatrax, avait dit la créature. Pas la cabale, la dynastie. Cela avait donc daté de l'époque des maisons nobles, peut-être même avant la chute. À quoi ressemblaient les combats d'arène à l'époque ? Quelle créature existait-il dans la galaxie il y a 20 000 ans ? Apparemment, elle fourmillait de races extraterrestres dangereuses avant que l'empereur des Monkey décide de faire sa grande croisade génocidaire et en éradique la plupart. Il aurait réservé le même sort aux Aeldari s'il en était capable, mais ces derniers étaient bien trop malins pour ces brutes primitives. Imaginez cette large arène éclairée par des centaines de lampes et remplie de milliers de spectateurs. Il tourna sur lui-même et son imagination remplaça sa vision. Il sentit les regards de tous les spectateurs qui se posaient sur lui et imagina l'ivresse que cela devait être de combattre en tant que vedette de l'arène. Il avait vu beaucoup de ces spectacles et souvent il se rêvait à la place des combattants. Il tourna sur lui-même en levant les bras, comme pour inciter cette foule imaginaire à l'acclamer. Il était toujours dans le noir complet, mais lâchait lentement prise avec la réalité. Il brandit son épée bien haut et eut l'impression que les clameurs en montaient. Il croisa même certains regards dans le public imaginaire, des regards verts, amusés. Les voyait-il vraiment ? Ou était son imagination qui s'emballait ? Il entendit un grondement sourd. Un grognement animal. Il baissa les bras. Son imagination s'arrêta net et il réalisa qu'il était dans le noir, complet, dans le silence. Il tenta de regarder autour de lui, mais ne voyait absolument rien. Avait-il rêvé ce cri ? Avait-il vraiment entendu ce qu'il croyait avoir entendu, ou était-ce son imagination qui s'était emballée alors qu'il se croyait au milieu d'un spectacle de gladiateurs ?
il alluma le champ énergétique de son épée dessicante et la passa dans sa main droite. Il était tenté de rallumer la lampe juste un instant, juste pour s'assurer qu'il n'y avait rien, mais il se rappela ses regards verts dans le public. Les mandragores l'observaient. Il en était sûr. Il tendit l'oreille. Et il arrêta de respirer. Ouais, quelque chose approchait. Il entendait des pas dans le sable, des pas très délicats, mais assez proches. Il ferma ses yeux, totalement inutile. Un autre pas. Écarta ses jambes et assura ses appuis. « Approche, saloperie !» gronda-t-il avec défi. Un feulement râpeux très étrange lui répondit. Et il sentit un souffle d'air chaud et fétide balayer son visage. Elle ne devait pas être à plus de 2 mètres. Il retint sa respiration. Soudain, le sable crissa devant lui. Par réflexe, il plongea vers le sol en brandissant son épée au-dessus de lui. La lame effleura quelque chose et du sable ruissela sur son corps. Mais il fut fouetté au niveau du crâne. Alors qu'il touchait le sol, il se tourna sur lui-même et tendit l'épée devant lui comme un dard. Il ne voyait rien, ne savait même pas la forme ou la taille de ce qu'il attaquait. Pour l'instant, son seul plan était de pointer la lame dans la direction de ce truc et espérer qu'elle s'empale gentiment dessus. Pouvait-elle voir dans le noir ou bien était-elle tout aussi aveugle que lui? Si elle pouvait le voir, il serait déjà mort. Il sentit du sang chaud couler de son front. Pas de doute, il ne rêvait pas. D'une main, il tâta sa ceinture. Il avait des fioles de différentes drogues et poisons. Il prit la flasque du vin gris qu'il aimait siroter et la jeta le plus loin possible sur sa droite. Celle-ci rebondit dans le sable. La bête grogna en face de lui, puis bondit dans la direction du bruit. Il se concentra sur le mouvement. D'après le bruit de l'air qui se déplaçait et du son des pattes sur le sol, c'était une créature quadrupède, plus grande que lui. Elle semblait avoir des appendices sur le dos, car même immobile, il entendait l'air se froisser au-dessus d'elle. Une chiméra? Sharktan avait assisté à beaucoup de spectacles des cultes cérastes, comme tous les Drukhari. Les meurtres et combats incroyables qu'ils organisaient étaient quelque chose d'indispensable à la société comorite, car ils permettaient aux spectateurs de se gorger de la souffrance, de la peur et de la violence mise en scène et d'ainsi de se régénérer et de se calmer. Sans cela, la soif de douleur prendrait l'ascendant sur la raison et la société s'effondrerait dans une anarchie meurtrière. Dans ces spectacles, il y avait souvent des bêtes capturées dans toute la galaxie par les Belluaires, relâchées sur des captifs terrifiés, ou parfois même entre elles pour qu'elles s'entretuent. Tyrannides, squigs, carnosaures, loups fenriciens, il avait vu de nombreuses espèces exotiques, mais certaines étaient plus populaires que d'autres, notamment les chiméras. Ces créatures étaient issues du warp, bien qu'elles n'étaient pas à proprement parler des démons. Elles ressemblaient à de grands félins, mais sans peau, et avec des appendices étranges sur le dos, comme des tentacules. Leur tête était un crâne percé de dizaines de globes oculaires, et leur queue était osseuse et se terminait par un dard. Elles étaient très populaires, car elles aimaient jouer avec leurs proies, en les torturant psychologiquement avant de les achever. Si c'était vraiment cela qui lui tournait autour, il était mal, très mal. Sharktan se redressa très lentement. Il était concentré sur le moindre mouvement de la créature, le moindre son qu'elle émettait. Il entendait sa respiration, le son de ses pas. Son imagination prit le pas sur sa vision, et il posa une image mentale sur chacun des sons qu'il entendait. Ces créatures adoraient attaquer par derrière, il le savait. Elles avaient la capacité de faire des bonds à travers les dimensions, et de se téléporter à quelques mètres instantanément. Il fallait lui tendre un piège. Il prit son épée de la main gauche et renversa sa prise. Pommeau vers l'avant, lame vers l'arrière. Il sentait la créature qui tournait autour de lui. Il devait l'observer, ou le sentir, comme lui la sentait. Il prit son pistolet de la main droite et le brandit en arrêtant de respirer. Il visa vers les bruits de la créature. Lorsqu'il se sentit prêt, il appuya sur la gâchette, les yeux fermés.
Le bruit de la détonation fut suivi par un cri de douleur et un froissement de l'air. L'instant d'après, il sentit son épaule droite exploser, transpercée par quelque chose. Il ignora la douleur et frappa derrière lui avec son épée qu'il tenait à l'envers, la pointe dans le dos. Celle-ci se planta dans quelque chose. Les propriétés dessiccantes de la lame s'activèrent. Un cri de douleur et de rage explosa derrière lui et mourut aussitôt alors que la créature se transformait en poussière. Il se tourna et enfonça plus encore la lame dans la bête. Alors qu'elle s'écroulait par terre, il lâcha le pommeau et se tint, son épaule droite broyée. Ses doigts touchèrent la lampe éteinte. Il la ralluma. C'était bien une chiméra. Son épée s'était plantée droit dans la gorge et tombait maintenant au sol alors que tout le torse se transformait en une poudre grise. Il semblait l'avoir également touché vers la queue avec le tir de blaster. L'épaule de Sharktan était par contre ruinée, sûrement transpercée par l'un des gros dards qui terminaient les tentacules qu'elle avait sur le dos. L'agonie et les souffrances de la créature avaient suffi à arrêter l'hémorragie, mais il lui faudra du temps et que quelque chose souffre énormément pour qu'il récupère une épaule en état de marche. Les os avaient été brisés en plusieurs morceaux, il le sentait. C'est alors qu'il entendit gronder autour de lui. Il détacha les yeux du cadavre en train de se désagréger et tourna la tête. Dans les rivages crépusculaires de sa lampe, à la limite des ténèbres, il vit une tête osseuse avec une dizaine d'yeux émerger, une longue langue bleutée goûtant l'air. Il entendit sur sa droite et sur sa gauche des pas lourds et d'autres feulements, avant de voir deux autres créatures similaires émerger des ombres. 3 chiméras, et elles l'encerclaient. Il se pencha et ramassa son épée de son bras valide. Il évalua la situation. Il n'était pas juste mal, très mal. Il était dans une merde noire. C'était le 4e épisode des Chroniques de l'Alarme de Ronces. J'ai une petite nouvelle à annoncer. J'ai commencé à mettre sur YouTube des versions des audios avec des images générées sur ChatGPT. Bien que les politiques d'utilisation de l'IA et les copyrights de Games Workshop empêchent d'avoir des images pleinement satisfaisantes, cela permettra d'avoir un support à l'imagination utile à certains, en particulier ceux moins à l'aise avec les visuels des Drukari. Actuellement, il n'y a que les 2 premiers épisodes sortis avec des images. À l'avenir, les versions vidéo sortiront plus tard que les versions audio. Comme ça, vous n'aurez pas à attendre pour entendre la suite de vos épisodes au plus vite. D'ailleurs, comme d'habitude, si cela vous a plu, partagez, likez, commentez, mais surtout, abonnez-vous!